Et tout de suite, place à l'invité du grand journal de la mi-journée. Les émissaires de Donald Trump sont arrivés en Russie pour discuter de sa proposition de cessez-le-feu acceptée par l'Ukraine. Washington souhaite que Moscou accepte une trêve sans condition comme gage de bonne volonté 3 ans après le début de la guerre en Ukraine. Que peut-on réellement attendre aujourd'hui de ces négociations entre Washington et Kiev? Le cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine est-il imminent? On en parle avec l'analyste politique et éditorialiste Mustapha Tossa. Il est en direct de Paris avec nous. Mustapha Tossa, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci pour votre invitation. Alors, le président américain tente de faire pression sur Moscou pour obtenir une trêve. Selon vous, quelles sont les chances de succès de la mission des négociateurs américains en ce moment en Russie pour présenter la proposition de Washington au Kremlin? En fait, toutes les informations en provenance de Moscou indiquent que Vladimir Poutine refuse cette trêve de 30 jours parce que le leadership russe estime que ce serait une occasion pour l'armée ukrainienne, pour Volodymyr Zelensky de se refaire une santé. Donc, on n'a pas encore de déclaration officielle de Vladimir Poutine, mais son entourage indique qu'il y a un refus russe de cette trêve pour ne pas donner justement l'occasion à l'armée ukrainienne et à Vladimir Zelensky de se refaire une santé, de se réorganiser. Alors, ce qu'on ignore jusqu'à présent, c'est quelle alternative les Russes vont proposer à l'émissaire américain qui est en visite à Moscou. Est-ce qu'ils vont lui proposer un vrai cessez-le-feu de longue durée avec leurs conditions? Et c'est ça, c'est toute la question, toutes les interrogations sont autour de ce point. Ce que les Russes veulent en alternative à cette trêve qui a été réalisée lors du sommet de Jeddah en Arabie Saoudite. En tout cas, vous l'avez dit, pour le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, un cessez-le-feu temporaire donnerait un répit à Kiev. Selon vous, quelles seraient les autres raisons qui pourraient pousser le Kremlin à rejeter cette proposition américaine? Les autres raisons, c'est que l'armée russe puisse récupérer les territoires qui ont été occupés par l'armée ukrainienne. Et ce n'est pas un hasard. Si hier, juste après l'annonce des résultats du sommet de Jeddah, on a vu Vladimir Poutine en tenue militaire visiter des positions qui se trouvent dans la région de Koursk, cette région qui a été occupée partiellement par les Ukrainiens. Et on sait que dans la stratégie de Volodymyr Zelensky, le fait d'occuper des territoires russes avait un objectif stratégique, c'est que le jour où il allait discuter et négocier avec Vladimir Poutine, il allait se livrer à une sorte de troc de territoire. Je vous cède ou je libère les territoires russes que j'ai occupés et en échange, vous devez sortir des territoires ukrainiens que vous avez occupés. Et cette logique-là, elle a été refusée par Vladimir Poutine. Il a tenu à se montrer en tenue militaire l'homme qui continue la guerre jusqu'à ce que les territoires russes occupés par les Ukrainiens soient totalement libérés. Et ce qu'on sait aussi, c'est que Vladimir Poutine propose ou impose dans ce deal ou dans ce contrat de paix à ce qu'il puisse conserver tous les territoires ukrainiens qu'il a occupés, notamment à l'est de l'Ukraine. Et toute la négociation aujourd'hui est de savoir quel pourcentage de territoire les Ukrainiens vont être dans l'obligation de céder aux Russes. Et c'est tout l'objet de la négociation entre Américains et Russes actuellement. Aujourd'hui, Mustapha Tossa, certains analystes considèrent que de nouvelles sanctions économiques seraient inefficaces contre la Russie. Énormément de sanctions ont déjà été prises contre le pays qui a tenu jusqu'ici. Les pressions économiques peuvent-elles faire changer d'avis le Kremlin, selon vous? Oui, on a lu des déclarations de Donald Trump il y a quelques jours en disant que si jamais
Vladimir Poutine ou les Russes n'accepteraient pas cette trêve ou cet accord de paix ou ce cessez-le-feu, il va être obligé de leur imposer des sanctions économiques qui vont être, pour reprendre son expression, dévastatrices. Mais on sait très bien que l'administration Biden et les Européens ont tenté d'imposer des sanctions aux Russes et à Vladimir Poutine. C'était des sanctions sévères, c'était un isolement sévère, mais l'intelligence tactique et stratégique de Vladimir Poutine, c'est qu'il a réussi à trouver des alternatives et des ouvertures pour justement amoindrir l'effet économique de ces sanctions. Il a trouvé d'autres alliés comme l'Inde, comme la Chine, comme ce qu'on appelle le Sud global. Alors on se pose la question maintenant, si jamais Donald Trump est obligé d'imposer ces sanctions, quelle sera l'ampleur de ces sanctions et est-ce qu'elles seraient efficaces pour convaincre Vladimir Poutine d'accepter le deal américain? Ça aussi, c'est une question qui se pose aujourd'hui. Des questions pour le moment en suspens. Mais dans ce contexte, la Russie a averti ce matin qu'elle considérerait l'envoi de soldats de la paix européenne en Ukraine comme un conflit armé direct avec Moscou. C'est la première fois que la diplomatie russe prévient qu'elle considérera cela comme l'équivalent d'un acte d'agression militaire. Aujourd'hui, en cas d'échec des négociateurs américains, quel en serait l'impact sur la stabilité en Europe et les relations internationales? En fait, vous avez évoqué un point très important, c'est le déploiement probable, éventuel, de forces européennes pour garantir un éventuel accord de paix. Et ce n'est pas la première fois que la Russie l'a sèchement refusé, mais c'est maintenant, elle le dit avec des mots qui sont très, très crus et très durs, à savoir que si jamais les Européens ou les Américains pensent déployer des forces en Ukraine, soi-disant, selon la vision russe, pour apporter des garanties de sécurité à l'Ukraine, ça serait considéré comme une déclaration de guerre et ça serait considéré comme une armée d'occupation occidentale qu'il faut combattre. Donc là, ce point-là bien particulier, c'est un point qui coince les Européens. Les Européens veulent absolument apporter des garanties de sécurité à Volodymyr Zelensky. Une fois qu'il aura accepté la trêve et la paix avec les Russes, il faut qu'il y ait des hommes pour garantir cette paix, pour la surveiller, ne serait-ce que sur le plan unusien, mais les Russes la perçoivent comme une agression atlantiste. Donc là, oui, là, les Russes la perçoivent comme une déclaration de guerre, et donc les Européens et les Américains n'ont aucune possibilité jusqu'au jour d'aujourd'hui d'envisager de déployer des armées ou des soldats, ne serait-ce que pour surveiller cette trêve et cet accord de paix. Et ce qui nous renseigne sur une réalité absolument incroyable, c'est que Volodymyr Zelensky va devoir signer un accord de paix avec les Russes sous pression américaine sans aucune garantie de paix donnée par les Européens. En tout cas, Washington veut conclure un accord de paix en 100 jours. Est-ce que cela est réalisable selon vous? Oui, cela c'est réalisable. Ce qu'on ignore jusqu'à présent, et c'est ça le grand point d'interrogation qui interpelle l'ensemble des milieux qui suivent actuellement cette négociation de paix entre Américains et Russes, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, et on le lit dans la presse européenne, la presse américaine, c'est qu'on ne sait pas jusqu'à quel point Vladimir Poutine est capable de satisfaire les demandes de Donald Trump. Donald Trump a montré qu'il était son allié, qu'il voulait absolument trouver un accord de paix qui soit favorable aux Russes, puisqu'il va imposer des conditions absolument inacceptables pour les Ukrainiens. Et ce qu'on ignore aujourd'hui, est-ce que Vladimir Poutine va refuser d'un revers de main toute cette offre inédite de la part des Américains, ou bien il va finalement finir par l'accepter, et ça va prendre combien de temps? Quel est le timing idéal pour les Russes? Est-ce que ça sera que dans quelques jours, dans quelques semaines? Tout ça, il y a énormément de points d'interrogation, mais ce qu'on sait, et ce qui est quelque chose de certain, c'est que c'est la première fois où Vladimir Poutine a un ami, entre guillemets, un allié qui défend ses intérêts à la Maison-Blanche. Est-ce qu'il a intérêt à faire passer cette occasion en or? Ça, c'est la question qui se pose aujourd'hui.
Cette médiation américaine, Mustapha Tossa, peut-elle être qualifiée de moment crucial pour la diplomatie américaine? Oui, c'est un moment crucial puisque avant d'arriver à la Maison-Blanche, Donald Trump avait promis, il avait même bâti toute sa campagne électorale sur l'homme qui va arrêter les guerres. Et même de manière maladroite ou de manière des fois involontaire ou de manière brusque, il a réussi jusqu'à présent à arrêter la guerre de Gaza, même si elle menace de repartir du côté israélien. Et il a réussi quand même à arracher un accord de trêve aux Ukrainiens. Donc il y a de fortes chances que, avec toute la maladresse qu'on le connaît, avec toute les gros sabots qu'il utilise dans la diplomatie mondiale, Donald Trump peut être l'homme qui pourrait arrêter les guerres dans la région. D'ailleurs, lui-même, il commence à déjà arriver à rêver d'être le détenteur ou le prochain lauréat du Nobel de la paix. C'est dire à quel point la stratégie d'arrêter la guerre à n'importe quel prix est une préoccupation américaine, une préoccupation personnelle de Donald Trump. Va-t-il y arriver ou non? Ça, c'est la question qui se pose aujourd'hui. Mustapha Tossa, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.